Graham Calder. Donc là, maintenant, on va travailler sur la permaculture. Hein. Qu'est-ce que c'est que la permaculture? Un processus de design dérivé de l'observation de la nature qui peut s'appliquer à tous les domaines et pour les plus connus, bien sûr, c'est l'alimentation. Donc il a plus de 13 ans d'expérience dans l'enseignement de la permaculture et le design écologique. Donc en 2009, il a fait un bac à l'université de Concordia à Montréal. Et suite à ça, il a fait un certificat en design de permaculture avec Jess Lemieux et Yves Loudon en Australie. En parallèle, il fonde P3 Permaculture à Montréal, une entreprise sociale pour l'enseignement et la consultation de design en permaculture, de design permaculturel, accessible à tous. Il a certifié plus de 350 étudiants. Il a donné des consultations dans plus de 9 pays à travers le monde, même au jardin urbain de Montréal, les terres désertiques de Guangzhou en Chine, en passant par les forêts tropicales du Costa Rica et du Cameroun. Actuellement, il donne de nouveaux cours pour s'inspirer et faciliter le passage à l'action et à la mise en place de solutions régénératives pour notre planète et notre société. Voilà, je lui laisse la place. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par annoncer premièrement, je suis francophone à la base. C'est-à-dire que je suis assez bilingue, sauf pour masculin, féminin, épellation et grammaire. Alors, comme ça, c'est pareil en anglais. Hein, on va commencer, j'ai vu, on a plusieurs gens qui ont mentionné la permaculture, alors on va survoler vite fait c'est quoi la permaculture. Si vous ne m'entendez pas en arrière, juste de faire un bon L comme ça va me faire lever la voix. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un micro devant moi. Alors, la permaculture en tant que telle, c'est vraiment un concept, une philosophie de design qui est basée dans l'observation de la nature. Et c'est vraiment en observant la nature qu'on déduit des principes qui nous guident à l'action de design pour une société qui est au-delà de la durabilité. Alors, c'est assez simple, c'est pour créer un système qui n'est pas permanent, c'est-à-dire ça va exister en tout temps, mais permanent comme une forêt qui a de la croissance et la décroissance dans un cycle éternel. Ça vous va? Moi, aujourd'hui, je vais aborder 3 sujets que je trouve qui vont toucher à ce qu'on fait face aujourd'hui. C'est surtout le gaspillage, le design biophilique urbain et l'agriculture régénérative, vivace et adaptée. Alors, pour commencer, vraiment, la permaculture, c'est un système d'observation. Alors, on va commencer avec une observation de notre système de gaspillage. Alors, les humains, aujourd'hui, on a beaucoup de gaspillage dans notre système alimentaire. C'est à peu près 45 à 55% de la nourriture qu'on produit qui est gaspillée. Alors, c'est quand même grave. Surtout qu'en ce moment, on dit qu'un des problèmes qu'on fait face à l'effondrement, c'est nourrir la planète. Mais en réalité, aujourd'hui, on produit le double des calories nécessaires pour nourrir la planète au complet. C'est-à-dire que même, on produit la double, mais on gaspille la moitié qui devrait être répartie aux gens qui ont besoin. Alors, c'est un problème. Ici, on a plein de graphiques, plein de détails qui disent bah, c'est nous, chez nous, dans notre frigo. Mais réellement, les statistiques, c'est très facile à changer pour des besoins politiques ou quoi que ce soit. Et en vérité, on va voir dans un couple de diapos où se trouve ce gaspillage énorme. C'est pas juste chez nous. Mais en commençant, on va commencer avec une petite processus d'observation de la nature. Alors, si nous, on regarde notre gaspillage, ben oui, c'est grave, c'est quasiment la moitié ou plus qu'on gaspille. Mais les écureuils, dont un ami qu'on trouve peut-être moins ami dans le jardin, plus ami sur Montréal, c'est un être qu'on connaît tous. On le voit toujours en train de bouffer, de manger, de récolter de quoi à manger. Mais en réalité, c'est vraiment juste 15% de toute la nourriture que l'écureuil récolte qu'il va manger. C'est-à-dire, c'est bien pire que nous, c'est 85% de gaspillage, c'est vrai. Alors, la différence dans la nature et les êtres humains, c'est qu'un cycle naturel, c'est exactement ça, c'est un cycle. Et l'être humain, on a repensé un cycle et on a cassé dans des sections linéaires. Et on oublie qu'à la fin de notre cycle, il faut remettre cette surplus dans l'engagement de l'écosystème.
Ici, on a l'écureuil qui gaspille 85% de ses noix. Mais si juste une de ces noix, c'était une grenoble, et ça devient un arbre qui produit à peu près 10 ans après qu'il est semé ou caché dans la terre pour un hiver, si jamais il pousse, dans un an, après 10 ans, dans une autre production, on a entre 50 bushels ou 6 pick-up de noix de Grenoble par année pour à peu près 150 ans. C'est-à-dire le système de gaspillage d'une écureuil, ça crée, ça investit, ça sème la production alimentaire pour lui et ses futures générations d'écureuils. Nous, notre gaspillage, ça va où? Ça va où? À l'enfouissement. À l'enfouissement, dans le dépotoir, oui. Il y a un grand pourcentage ici, même à Montréal, qui commence à être composté. Ou plus ou moins. C'est un peu c'est moins pire, parce qu'on n'a pas vraiment un système de compost très efficace aujourd'hui. Alors, il faut vraiment repenser cette ressource-là, c'est très, très, très précieux. On met énormément d'argent, de pétrole et tout pour le produire, l'amener en ville, et après, on le laisse perdre, surtout dans le gaspillage alimentaire, mais aussi, même après qu'on le mange, on a un gaspillage de nutriments qui sort dans les eaux usées de la rivière du Saint-Laurent. Alors, pour nous, on va vraiment regarder trois différents éléments de gaspillage. Alors, il y a le gaspillage inévitable, c'est-à-dire la nourriture qui est carrément, qui ont eu des maladies, des restants de restaurants, de pertes de frigo, de pourriture, des industries qui sont non adaptées, comme des brasseries. Il y en a qui aiment de la bière? Ouais, alors juste une statistique, une brasserie qui produit, disons, comme le Castor, la même taille que le Castor, c'est à peu près de 3 à 6 tonnes de résidus de grains par jour en brasserie. Alors imaginez, c'est 6 tonnes, c'est quand même 6 éléphants de valeur de matière nutritive qui est jetée. On peut le manger carrément, on peut faire des biscuits, on peut le donner à manger à nos animaux, et plus on peut le fermenter pour créer des gaz biométhane. Alors on a des industries que nous on supporte, on aime, mais qui sont tellement brisées dans cette chaîne alimentaire, dans cet écosystème, dans cette cycle naturel, et c'est devenu très 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 linéaire. On va regarder la principale solution pour toutes ces options-là ou ces éléments-là, c'est le biogaz. La biométhanisation, c'est très, très, très simple. Si on met des nutriments dans l'eau, ça va décomposer anaérobiquement et ça va créer du gaz méthane dont on peut brûler pour chauffer la maison et aussi pour produire l'énergie électrique au lieu de chercher des gaz naturels. On voit déjà des solutions comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu un système de biogaz? Vous avez déjà été dans une maison chauffée par ça ou un bâtiment chauffé par ça? On ne pense même pas, mais le centre Eaton, il est chauffé à cause de tous les résidus du cafétéria qui va dans un système de biogaz. Alors le biogaz aujourd'hui, c'est connu, c'est partout, mais c'est quand même une technologie qu'on ne comprend pas. On ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle locale. Et même les brasseries dont on a suggéré ces solutions-là, ils pensent que ce n'est pas faisable. Parce que ce n'est pas une solution que le gouvernement fait promouvoir trop. Maintenant, ça commence avec Saint-Hyacinthe, puis tout le mouvement de biométhanisation qu'on trouve là-bas. Et aussi à Montréal, on a un projet de 180 millions qui va établir une usine de traitement de matières organiques pour créer du biogaz. Alors ça commence, c'est un début. Il y a un grand problème de l'alimentation gaspillée, c'est qu'on a surtout une énorme quantité qui est évitable. Si on pense aux bananes, à tous les fruits et tout ça, il y a un standard de production que nous, les citoyens, on n'a même pas été consultés pour décider ces normes-là. Mais si on regarde l'industrie, disons, les haricots en boîte, on aime ça, ouais? Peut-être moins. Nos grands-mères, peut-être, oui. Il y en a qui aiment ça un peu. Disons que dans une usine de traitement, de production de ça, on a 5 tonnes de haricots qui rentrent. Il y a 2 tonnes qui sortent en boîte. Parce qu'il y en avait 3 tonnes qui étaient trop grands, trop petits, trop larges, pas assez étroits. Et c'est-à-dire que le système, il jette plus que ça produit en tant que nourriture. Et en même temps, comme les bananes qu'on voit ici, la réalité avec les bananes, c'est qu'ils ne sont pas rejetés beau comme ça. Ils sont toutes coupés en morceaux pour que les gens ne peuvent pas les récupérer et en utiliser après. Alors, on a des énormes résidus agriculturels qui produisent après quand ils décomposent.
du gaz méthane. C'est un système inévitable de la décomposition naturelle. C'est la production de gaz naturel, sauf si on fait des composts avec beaucoup de matière organique. Alors, on peut rediriger ces nourritures-là, minimum, à un système de traitement de biogaz, idéalement à des communautés qui vont les transformer, qui vont les utiliser, qui vont les distribuer aux gens qui ont besoin. Ici, à Montréal, on a quand même une énorme quantité de gens qui sont en basse revenu, qui n'ont pas assez de moyens de gagner un vide pour supporter leur alimentation. Et aussi, on a des déserts alimentaires énormes partout dans la ville. Une manière de préserver tous ces gaspillages-là, c'est de regarder à nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres humains, c'est vraiment une technique de conserver la nourriture et de fermenter la nourriture. C'est quelque chose qui nous touche tous à nos racines indigènes de loin, 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 loin. Alors, c'est un processus qu'on utilise pour préserver la nourriture, mais ce n'est pas juste pour préserver la nourriture. Un choucroute qui est fait avec une fermentation naturelle a plus de nutriments disponibles que le chou même quand on le mange cru. Si on regarde tous les enzymes et les bactéries qu'on amène dans notre corps, ça crée un écosystème qui fait qu'on peut éviter le cancer, on peut conquérir le cancer, on peut avoir des solutions à toutes les maladies qu'on fait face dans tous nos habitats quotidiens. Alors, il y a beaucoup à faire dans l'alimentation. En ville, c'est d'oublier ce concept de béton et parc, cette division, cette dualité. Il faut repenser le design urbain avec le biophilie. Biophilie, c'est vraiment un concept que les humains, on aime la nature, on était évolué dans la nature. Il faut ramener la nature en ville. Ça, c'est à Singapour, c'est vraiment le porte-parole du design urbain biophilique. Et moi, je propose qu'on transforme cet design biophilique urbain pour un design biophilique comestible en même temps. Si on regarde juste Montréal, on a 675 000 arbres à Montréal, et ça, c'est non incluant les parcs naturels. Si on était en train de planter ça en tant que Grenoble, notre Grenoble, je ne veux pas une agriculture du tout, il faut clarifier, mais si on mettait ça juste en forme de noix de Grenoble, c'est en 20 000 tonnes à 100 000 tonnes par année de noix de Grenoble qu'on pourrait produire ici sur l'île de Montréal. C'est énorme. Avec juste de penser, au lieu de mettre un érable ou quelque chose qui est juste beau, quelque chose qui nourrit en même temps. Alors, si on regarde Montréal, c'est vraiment même une ville qui est assez verte, qui a assez de petits marchés fermés et tout ça, mais on a des problèmes de désert alimentaire qu'il faut régler avec ce nouvel concept de design biophilique, d'intégrer des parcs alimentaires, des bords de rue alimentaires et des fruits et des noix un peu partout. On dit souvent en ville, on ne veut pas planter des arbres fruitiers parce que ça fait un dégât, mais je te jure, un noix de Grenoble, quand il tombe, il ne fait aucun dégât. Il va, oui, nourrir plus d'écureuils, mais peut-être qu'il mangerait moins tes tomates. Au Seattle, on a un exemple d'une forêt nourricière, ce qui est un concept d'un parc complètement conçu pour produire des ressources nécessaires pour l'écosystème et l'écosystème humain en même temps. Celui-là, il était testé avec 3 acres et maintenant ça va devenir 7 acres. Et c'est dans une des banlieues le plus défavorisées, où ce que les gens ont le plus de problèmes à accès à la nourriture. Alors non seulement on a besoin des jardins communautaires, mais ici on a un parc comestible communautaire. Ça fait des réseaux, ça fait rejoindre des gens, et ça commence à repropager ce concept de conservation, fermentation et récolte commune. Si vous voulez en participer à Montréal, il y a le groupe des fruits défendus, qui vont récupérer tous les fruits qui sont perdus dans les lieux publics. Ils vont les transformer ensemble et repartir ces récoltes entre eux et aussi pour en vendre pour supporter le programme. Alors, fruits défendus, c'est une bonne ressource. Si on regarde les villes, on a plusieurs jardins, même si vous voulez votre jardin ornemental. Si on transforme la structure de gestion d'eau de tous ces jardins-là, on peut augmenter énormément la concentration d'absorption d'eau dans nos réseaux de ville. On a en ce moment 1% de l'eau qui rentre dans les sols, c'est-à-dire que toute l'agriculture, il dépend de l'eau pompée, l'eau traitée, qui est à base d'un système de pétrole. Si on peut augmenter les systèmes pluviales qui absorbent cette eau dans la ville, on va réduire énormément notre besoin d'irrigation, c'est-à-dire augmenter la production de toutes nos plantes. Ce concept, ça s'appelle The Sponge City, la ville éponge.
Et ce n'est pas nouveau du tout. Il y a en Chine des villes eau complètes qui sont reconçues pour qu'il n'y a aucune eau qui va aller dans les égouts et qui va stresser les systèmes d'épuration. Au lieu, toute l'eau va dans tous les systèmes d'irrigation de plantes. Et c'est-à-dire, une plante qui est bien irriguée va avoir moins de maladies et moins de stress, surtout faire face aux sécheresses ou inondations. À la base de tout ça, la solution la plus pertinente, c'est l'agriculture régénérative, c'est-à-dire les sols vivants. On entend parler beaucoup en ce moment. La permaculture, c'était toujours un design écologique basé sur les sols. Les sols vivants, c'est-à-dire si on nourrit les êtres vivants dans la terre, ils vont donner accès aux nutriments pour que les plantes soient, premièrement, plus nutritives pour nous. Deuxièmement, ça évite le sécheresse avec beaucoup plus d'absorption d'eau et régénérer les nappes phréatiques. Ça réduit la possibilité d'inondation à cause que ça absorbe énormément de cette eau qu'on trouve normalement dans les rues et dans les égouts. Et c'est quelque chose que vraiment, à la base, c'est pas juste pour avoir un meilleur manger, moins de sécheresse et moins d'inondation, qui est déjà bon. C'est la plus grande source, sink, storage de carbone sur la planète Terre, c'est dans les sols. C'est pas dans les arbres, c'est pas dans les usines et tout ça. Les plus grandes possibilités de stockage de carbone sur la planète Terre, c'est dans les sols. Et déjà, on a perdu la moitié des sols avec l'agriculture conventionnelle. Alors, si on veut vraiment nourrir la planète et changer la crise, il faut commencer avec notre racine, ce qui est la terre, le sol vivant. Changer aussi pour les systèmes qui sont vraiment qui vont concentrer sur ça. Alors, on ne peut pas avoir une agriculture qui est basée sur un système conventionnel de labourer, de mettre des chimiques et tout ça, parce que ça tue tout le réseau de sols vivants et ça va complètement déstabiliser cette base, cette fondation de notre système. Si on regarde l'agriculture vivace, c'est pas à dire qu'on n'aura plus de tomates et basilic, moi j'aime bien ça, mais à la base, il faut transformer la fondation de notre alimentation avec des arbres à base de noix et surtout des arbres à base qui sont vivaces. Si on regarde juste l'industrie de soya, ce qui est une industrie qui prend énormément de OGM, énormément de produits chimiques, énormément de labour de la terre, pétrole et tout, on peut remplacer tous les produits de soya, même ce que je ne veux pas nécessairement avoir des Oreos en tout temps, mais tous les produits à base de soya peuvent être remplacés par des noisettes. Le poudre de noisette, c'est le même, quand on le transforme, c'est le même composé et on plante une fois et on a pour des cinquantaines ou une centaine d'années de captation de carbone et de séquestration de carbone dans les sols. C'est les sols permanents, c'est une culture permanente. La structure de notre agriculture aussi, on pense à produire en ville comme l'UFA et des autres centres d'achat et des autres supermarchés qui veulent produire avec des serres sur les toits, mais on a vraiment une conception de construction qui est tellement maladroite. On a des cultures anciennes qui ont utilisé le soleil dans leur construction beaucoup plus efficacement que nous on fait aujourd'hui. C'est capable de faire une serre solaire passive face au soleil qui a une production de 4 saisons, non seulement pour juste nos tomates et nos basilics, mais à Nebraska, où ça va jusqu'à moins 40 Celsius, ils ont des citrons, des figues et des grenades dans leur serre et ils sont aucunement chauffés. Le seul chauffage, c'est la même technique que Johan parlait, c'est de circuler l'air dans les masses thermiques, pas plus. Alors, en résumé, il faut conserver, fermenter pour notre réduction de gaspillage et pour notre système de nutriments intérieurs. Il faut vraiment penser à des villes, des banlieues biophiliques, des villes nourricières et des banlieues nourricières. Il faut penser à des forêts nourricières. Toutes les parcs autour de nous, tous les espaces verts, il faut que ça soit à la base en train de gérer les eaux pluviales, les inondations et créer un produit d'alimentation pour nous supporter. Tout ça se crée avec des sols vivants qui vont capter une énorme quantité de carbone et avec une restructuration et une adaptation de notre système d'habitation, de production agricole, avec une restructuration de tous nos systèmes pour être passifs solaires au minimum. Nous, on fait des consultations, des formations, mais notre mission, c'est vraiment de rendre le design écologique, le design régénératif, la permaculture plus accessible. Alors, dans toutes nos formations, dans toutes nos consultations, on a des options d'échange de travail, on a des options aussi de subventions complètes. Alors, si vous avez besoin de l'aide,
On a une énorme quantité de ressources, de livres qui sont disponibles gratuitement pour vous de feuilleter en bureau avec nous. On est là pour aider la transition. Ça fait 10 ans qu'on est concrètement à Montréal dans ce projet-là et c'est en réseau, en communauté qu'on va résoudre ces problèmes-là. Alors merci de votre temps. Si ça vous intéresse de partager ou de venir à nos formations, je vous l'encourage. Et sinon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous contacter. C'est d'avoir des valeurs communes. Vous avez pris l'exemple de ne pas mélanger des véganes et des mangeurs de viande. C'était peut-être un exemple assez caricatural. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans l'entre-soi et d'avoir un manque de mixité ou de culturelle dans les milieux que vous faites ça? Est-ce qu'il y a des exemples qui montrent que justement ça induit à l'échec parce qu'il y avait des clashs entre véganes et non-véganes? Ou est-ce que vous pensez ça peut être plutôt un avantage pour essayer d'ouvrir l'esprit de l'écolieu? Je sais pas. C'est sûr qu'on encourage beaucoup la tolérance dans les éco-communautés. Il faut agrandir notre seuil de tolérance. Des fois, ça peut... faut pas non plus se mettre dans une situation qu'on va tout le temps être frustré. Mettons, dans les valeurs communes, ça peut être l'éducation des enfants. Si toi, tu as des enfants puis tu veux faire l'école à la maison puis d'avoir d'autres familles pour que la communauté soit axée vers ça, bien, regroupe-toi avec des gens comme ça, puis vous allez aller plus loin ensemble. C'est sûr que c'est peut-être un peu la voie facile, mais l'éco-communauté, c'est très difficile que ça fonctionne, mais c'est tellement enrichissant. Il faut que ça fonctionne, on n'a comme pas le choix, on est rendu là. Fait qu'on va pas faire exprès pour se mélanger avec, mettons, quelqu'un que lui, c'est pas nécessairement les enfants qui en veut pas, justement, parce qu'il trouve qu'il y a une surpopulation mondiale, puis que lui, c'est plus être super résilient, autosuffisant, tu sais. Fait que c'est de se grouper selon des valeurs communes puis la vision commune, mais il y a pas des communautés qui ont des vegans puis des omnivores, puis c'est pas du tout un problème. Ça dépend vraiment de votre seuil de tolérance. Ma question elle est pour Johan. Tu parlais du solaire passif en ville. Je veux savoir si tu pouvais développer, vu que tu as montré un exemple d'un petit village avec une densité, etc. Comment tu mets tout le monde face sud avec cette densité-là, même sur la hauteur. Si tu prends juste les rues, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas mettre tout le monde plein sud. Comment tu gères le solaire passif en ville ou en petit village dense? Rendu là, c'est quand même... C'est du cas par cas, parce que souvent les villages sont déjà construits. C'est comme si tu as une latitude infinie, tu peux mettre tout le monde au sud. Mais on a tous déjà un toit. Puis ensuite, il existe des méthodes low-tech justement pour à la fois faire bouger la lumière avec des systèmes de tubes réfléchissants qui vont pouvoir amener la lumière aux étages inférieurs. Ou si tu as une façade sud, toute la partie non vitrée, elle peut être blanche. Comme ça, la façade opposée, la rue opposée qui elle est au nord, ben, elle est éclairée avec une lumière naturelle. Puis après, c'est d'arriver à faire circuler, comprendre les phénomènes naturels de convection et tout ça, pour faire circuler la chaleur des parties qui la reçoivent directement aux parties qui en sont un petit peu cachées. Là, on entre avec la convection, puis ça peut être aussi la convection naturelle de l'air, l'air chaud monte, l'air froid redescend. Puis on peut aussi avoir des low-tech à base de circulation d'eau ou d'affaires comme ça. Ça veut dire que de connaissance que vous avez la sagesse qui vient à gouvernement. Comme ça, il va avoir un fort plus grand. Si je comprends bien la question, c'est comment on partage cette sagesse avec les décideurs, ça. Moi, j'ai un exemple, Drummondville, parce qu'il y en a qui connaissent un peu l'histoire de Drummondville. À Drummondville, dans le fond, il y a une couple assez jeune qui ont acheté une maison et c'était la seule partie face au sud, c'était leur cour en avant. C'était complètement illégal de cultiver de quoi à manger là-bas, mais ils l'ont fait très 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 bien. En tout cas, c'était top dans son design. Mais ils avaient des amendes de 350 $ par jour pour détruire parce que c'était pas la norme de leur communauté. Il y a eu une pétition mondiale qui a 22 000 personnes qui a signé pour changer cette loi-là. Après, le gouvernement, non seulement il a enlevé les amendes, ils ont embauché cette famille-là pour consulter tous les travailleurs dans les parcs de Drummondville et maintenant c'est légal et encouragé. Alors, il faut des fois juste
mettre à la pâte et démontrer que c'est les changements nécessaires au lieu de juste faire beaucoup de blabla. Désobéissance civile. Oui. Ouais, rapidement là. Nos gouvernements, c'est pas eux qui décident. C'est nous, puis il s'agit de leur faire comprendre. Puis c'est comme on n'a pas d'aller informer le gouvernement. Le gouvernement, si la population ne demande pas ça, parce que si les gens veulent des belles pelouses, c'est pas ça qu'ils vont promouvoir. Mais là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt citoyen pour de la culture urbaine. Et ils ont fait comme, on va peut-être changer le règlement. Mais c'est pas eux qui décident. Peut-être j'ajouterais aussi que dans le fond, c'est de le faire et pas attendre d'avoir la permission tout le temps. C'est quoi les principaux obstacles à surmonter pour développer des éco-habitations, pour développer du low-tech et pour développer de l'habitation durable? En quelques mots, c'est quoi vos principales embûches présentement pour faire une expansion de ce que vous faites? Alors, quels sont les principaux freins en low-tech? Ça peut être les politiques, comme on l'a dit, honnêtement. Sinon, ça peut être aussi un peu de décorréler qu'est-ce qui va être durable ou pas. Parce que c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit, tout est interconnecté. Et donc, il y a parfois des fausses solutions, comme, je fais un peu de la pub, mais les énergies vertes, ça peut être un peu une fausse solution. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça le frein. Malheureusement, le citoyen normal, il a accès à tout ce qu'il y a dans la presse. Et la presse, c'est les résultats d'une longue chaîne, on ne sait pas ce qui est au milieu. Un peu comme un téléphone arabe. Et donc en fait, en fin de chaîne, on a parfois des informations un peu déformées. Et donc ça prend du temps d'aller remonter l'information. C'est un peu un frein aussi. Pour moi, c'est ça le principal frein. Le zonage aussi pour les éco-communautés, qui est des fois qui est compliqué, souvent qui est compliqué, donc il faut être zoné blanc. Parce que sur un terrain agricole, on ne peut pas nécessairement faire ce qu'on veut, donc vraiment le zonage a changé, mais je crois qu'il y a des municipalités tranquillement qui se font valider, puis c'est de leur donner de la bonne information, de leur montrer que les éco-communautés, c'est pas des sectes, c'est vraiment des gens qui ont envie de prendre soin de la planète, de l'humain. Je pense que c'est vraiment de repasser par le côté humain qu'on va réussir aussi, parce que tout le monde a un cœur, tout le monde a des émotions, tout le monde a des enfants, donc à un moment donné, c'est d'éveiller la conscience de ces gens-là, puis d'amener des gens qui sont dans la conscience, dans l'éveil de la conscience, dans les comités municipaux, que les gens s'impliquent. Je pense que c'est vraiment que la vague va changer tranquillement comme ça. Ouais, moi si je peux rapidement, moi ce que je vois, le principal obstacle, c'est un changement de niveau de conscience. Donc là, on est dans une société ultra individualisée, on se voit comme séparés les uns des autres, puis de la nature qui nous entoure, puis en compétition avec tout ça. Puis si on retrouve à l'intérieur cette connexion avec les autres humains, puis avec la nature, ben c'est là que va venir la motivation à préserver la nature, puis avoir des contacts sociaux, puis changer les règlements pour se permettre. C'était pas posé directement à moi, mais moi j'allais rajouter le support d'éducation, mais surtout les réseaux communautaires. Tous les autres problèmes, si on n'a pas un réseau social, communautaire qui est local, on peut aussi faire confiance quand on a des dépressions, quand on fait face au suicide et tout ça, avec toutes ces crises climatiques. Si on n'a pas ce réseau-là, peu importe le challenge, on ne va jamais réussir. Alors, la communauté, à la base, c'est tout. J'ai envie quand même de répondre aussi à la question. Donc, en fait, moi, l'approche principale embûche, c'est l'abondance. Nous sommes actuellement, on a l'impression que nous sommes dans une société d'abondance et donc, on n'a pas besoin de ces solutions-là. Alors que dès que l'on sera dans une société, au contraire de restrictions, hein, à ce moment-là, ça paraîtra évident, toutes ces solutions. Évident. Voilà, c'est juste la quantité de ressources disponibles. Une autre question, alors là, oui, voilà. Bon, c'est un commentaire qui va finir comme une question. Je ne veux pas faire un froid, là, mais bon, depuis hier, j'entends pas beaucoup parler de la problématique des personnes à faible revenu. Puis, moi, bon, personnellement, je suis une personne à faible revenu. Je vis avec à peu près 800$ par mois en me forçant à en
ces solutions-là, pour moi, sont absolument inaccessibles. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai cherché, il faut tout le temps soit que j'aille suivre une formation, soit que j'investisse. Je n'ai pas les moyens, puis dans les cuisines collectives auxquelles je participe déjà, parce que sinon je ne serais pas capable de manger, il y a des gens qui sont encore pires que moi, là. Il y a des gens qui sont proches dans la rue, il y a des gens qui ont vraiment rien, qui n'ont pas beaucoup. C'est pas une question de conscience, ils sont très éveillés au niveau de la conscience, mais des fois ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas les capacités de beaucoup d'interagir, ils ont des grosses blessures. Je trouve que toutes ces initiatives-là qui visent à, on va se pousser dans le bois, puis on va se mettre entre nous autres, les gens éveillés, puis nous autres, on va changer le monde, c'est beau, mais il y a un petit côté élitiste là-dedans. Parce que les gens qui sont pauvres, là, puis qui vont crever en ville, on fait quoi avec eux? Vous dealez comment avec ça? C'est ma question, vous dealez comment avec ça? Puis comment... c'est ça. Comment on peut amener ces solutions-là aussi en ville? Parce que, en tout cas, je trouve qu'il y a un côté politique qui manque, qui n'est pas là. On a des solutions en petites gangs, on part en petites gangs, on fait des initiatives, c'est correct. Mais sur le plan. Oui, on va, parce que pour qu'on ait l'occasion de. Premièrement, par exemple, à la cité écologique, ils sont environ 100 personnes à habiter là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler pour des conditions de santé. Sinon, il y a des jeunes, tout ça. Puis, vu que c'est une grosse communauté, ils sont capables de prendre en charge des personnes qui peuvent donner un peu moins, mais ils peuvent donner d'une autre façon, en gardant les enfants ou faisant peut-être plus de la rédaction ou autre chose. Mais dans le fond, c'est que chacun doit développer le plus de compétences possibles, le plus de sphères qui peut contribuer à la communauté, puis c'est ça qui rend riche les communautés. C'est de ne pas sentir qu'on est inutile, puis de trouver sa place, sa valeur, puis d'essayer de montrer comment on peut contribuer à la communauté. Puis c'est sûr que ça prend aussi des personnes d'action, ça prend des personnes plus intellectuelles, ça prend des personnes de cœur. Puis des personnes de cœur n'ont pas besoin d'avoir de l'argent. Puis des personnes intellectuelles non plus, puis les personnes travaillantes non plus. Donc c'est vraiment de trouver un équilibre. Mais une communauté ne peut pas prendre en charge plein de personnes qui sont à mobilité réduite, par exemple. C'est de trouver un peu l'équilibre. Pour se rendre, pour réussir à construire ce projet-là, comprends-tu, il faut, en ce moment, là, mettons que je voudrais me joindre à une communauté comme ça, il faudrait que j'investisse. C'est pas nécessairement. Par exemple, moi où j'habite en ce moment, je paye 110 $ par mois pour habiter là. 110 $. Oui, mais tu as suivi une formation. C'est ça, tu sais, c'est tout ça. Il y a quand même beaucoup d'informations qui est accessible gratuitement. Si je peux juste 30 secondes là-dessus, je pense que c'est très, très, très important parce qu'à la base, nos communautés, c'était vraiment supporté par la religion qui toujours était en train de supporter tout le monde en besoin. Vu qu'on est fait face à une évolution de la ville qui est de moins en moins religieux, il faut qu'on adapte notre communauté pour supporter tout le monde de n'importe quelle religion, n'importe quel niveau d'origine et niveau de revenus. Alors, je pense pour nous, à B3, le but, c'est ça, la raison qu'on offre des trocs, des échanges et des subventions complets pour n'importe qui sont intéressés à nos formations et nos consultations. On offre des services gratuits pour ces raisons-là, non seulement pour supporter, mais parce qu'on a énormément à apprendre des gens qui font face à des basses revenus et des stress sociétaux qui ne sont pas communs pour tout le monde. Alors, c'est pour les éducateurs qui sont lancés dedans, pour les éco-communautés qui sont lancées dedans, c'est important que nous, on a à tous nos modèles d'affaires, au BNL ou non, c'est qu'on a une entrée qui est une entrée sociale gratuite pour les gens qui ont besoin et qui ont le vouloir. Oui, moi je voulais savoir, au niveau de l'habitation, combien ça coûte et combien de temps ça prend pour construire une habitation qui n'était pas existante, puis sinon de restaurer une habitation qui était déjà existante. Donc
le coût et le temps. Ok, donc là c'est une question plus pour moi j'imagine, puis je vais la répéter pour la vidéo. C'est quoi l'investissement en termes financiers puis en termes de temps pour construire une maison neuve ou rénover une maison? C'est le plus gros investissement financier et en termes de temps que tu vas faire de ta vie ever. Mais il y a des moyens de faire en dehors de ce qui est comme connu. Hélène, elle pourrait t'en parler. Elle a réussi comme à construire sa maison après avoir suivi une formation, etc., en mettant beaucoup de temps personnel. T'as pas suivi la formation Leadership? Tu t'es auto-formé sur Leadership. À construire un habitat qui prend soin d'elle plus qu'une maison conventionnelle, puis ça lui a coûté en deçà de 50 000. Okay? On parle de ça il y a comme 15 ans. Okay. La valeur du dollar n'était pas la même, mais elle a été très créative. Puis, dès que vous êtes plusieurs, vous pouvez tout diviser. Si vous avez le goût de vous créer un cohabitat, il y a des grosses maisons individuelles qui sont déjà construites, qui ont un potentiel pour être rénovées de façon écologique. Puis, si vous dites, c'est comme nous, on est 2 familles ou 3 familles, puis là c'est une maison de 8 chambres, puis on a vraiment le goût d'habiter ensemble, ça va vous coûter moins cher que 3 maisons individuelles. Okay? Puis ça va être, pour la construction, ça va être pareil. Puis si vous voulez construire, il y a des matériaux qui coûtent vraiment pas cher, la paille, les matériaux que je présente, les matériaux qui sont comme locaux, non transformés, qui passent pas par des circuits où il y a comme plusieurs intermédiaires qui vont chacun prendre une cut, ils vont tout de suite être comme moins chers. Fait que, combien ça coûte? Ça dépend de beaucoup de choses. Il faut penser en dehors du cadre qui est. Je peux peut-être donner les chiffres de ma mini-maison sur vous. Mettons qu'elle est terminée, elle va se terminer mettons, en octobre. Là. Je vais avoir mis environ 30 000 $ dessus. Ça inclut aussi les formations que j'ai suivies, le transport, tout ça. Je vais avoir mis en tout environ 800 heures de temps personnel dessus. Ça inclut les formations aussi, mes déplacements au magasinage et au design. Je vais avoir eu environ 400 heures d'aide extérieure. Là, en ce moment, j'ai engagé 0 entrepreneur jusqu'à maintenant. Puis, je vais avoir fait ça dans 1 an. Puis, j'ai jamais fait de construction de ma vie. Avant, j'ai tout appris sur YouTube. C'est super accessible. Les femmes, on est capables, nous autres aussi, de construire des enfants. C'est ça, je trouve ça tout super inspirant, ces solutions-là. Il y en a déjà que je disais un peu, puis vous allez le point. Mais le reste de mon commentaire, pour peut-être le point, ça rejoint un peu maintenant, parce que ce qui m'a frappé pendant les présentations, c'est à un moment donné, j'ai vu la map des éco-villages sur le monde, puis j'ai vu Amérique du Nord, États-Unis, l'Europe, mais vide en Asie, en Afrique, Afrique du Sud un peu. Probablement qu'il y en a un peu là-bas aussi, mais ça me donne l'impression quand même que, suite avec ce qu'on a entendu hier sur l'effondrement qui est inévitable, le Sahel qui va brûler, il y a 300 millions de personnes qui vont bouger de là, il y a du monde qui vont entrer ici, puis ils vont cogner à notre porte, ça va être légitime parce que c'est un peu notre faute, ce qui se passe chez eux, notre mode de vie. J'ai comme l'impression qu'on est en train de se trouver des solutions pour des privilégiés, dans le fond, pour adoucir un peu ce qu'on va vivre avec l'effondrement, puis qu'il y a une grosse gang qui est quand même oubliée, puis que nos solutions ne seront peut-être pas à la hauteur de ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver. Brièvement, comme en Afrique, en Asie, c'est que souvent les communautés sont déjà écologiques. Les communautaires, juste sont pas reconnus parce que les autres, ils se considèrent que c'est normal. Leur culture, c'est comme ça, ils s'entraident déjà. Puis c'est pas reconnu, c'est ça, tout simplement. Mais il y en a vraiment énormément. C'est des milliers. Là. Puis effectivement, comme la problématique de l'effondrement, c'est typiquement un truc d'occidentaux. C'est comme eux, ils vivent déjà les low-tech, la permaculture, c'est des mots vachement savants qu'on a mis sur le mode de vie qu'on avait avant. Puis effectivement, comme la problématique de l'effondrement telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est ouais, on veut pas perdre notre confort. Ça, c'est vrai. C'est comme, puis si on n'avait pas une société hautement carbonée, parce que
on ne serait pas là en train de parler de ça, mais c'est quand même ceux qui se considèrent pauvres aujourd'hui, avec raison, il y a des disparités, des inégalités, c'est un système qui a créé des inégalités, ils seraient encore plus pauvres dans une société non carbonée. Puis protéger notre société, c'est aussi protéger d'une certaine façon nos plus pauvres. Si ça s'effondre, les premiers qui vont souffrir, c'est ceux qui n'ont pas de revenus, c'est ceux qui n'ont pas de moyens. Ouais, un petit complément. En fait, si nous sommes nous-mêmes en précarité, on ne peut pas aider les autres. Il faut aussi intégrer qu'il faut sécuriser un peu sa famille, son alimentation, et là on va être capable, au moment où il y a des problèmes, d'aider beaucoup plus facilement les autres. Autrement, on est déjà dans la survie. Nous sommes. Une autre question. Mireille qui avait posé la main il y a longtemps. J'ai vu qu'il y a déjà ils ont inventé une solution justement pour le corps humain maintenant qui va être biodégradable pour l'aider à être biodégradable et retourner à la terre. Il y a aussi les solutions de planter un arbre aussi avec les cendres. Et puis ça a été déjà discuté aussi dans les projets de faire un cimetière d'arbres et de rendre en forêt nourricière pour que les gens puissent revisiter et des feuilles pour que la vie continue. Justement pour honorer la vie, puis que les fruits de la vie continuent à vivre. Donc, je crois qu'il y a des idées dans ce sens-là, oui, pour que le corps humain retourne à la terre et que ce soit moins polluant, que les coûts soient moins élevés, parce que oui, effectivement, c'est quand même une bonne industrie polluante. Oui, pour juste rajouter, c'est important de mettre la lumière sur des éco-villages qui sont basés dans l'éducation des jeunes et aussi des maisons de retraite en même temps, en unisson, avec une ferme ou éco-village au milieu qui gère le tout. C'est vraiment une idée intergénérationnelle, toute origine. Alors c'est une solution qui est de plus en plus commune partout dans les pays qui sont en train de faire ça. Et effectivement, avec les solutions après mort, c'est autre chose. Mais pour les derniers moments, il y a des solutions. Bon. Le sujet ne s'y prête pas, il y a quelque chose pour rigoler un petit peu. Ils ont, dans certains cimetières, ils ont ouvert des tombes et ils ont vu que les corps étaient à peine décomposés. Ils ont fait des analyses. En fait, on mange tellement de pesticides, d'antibiotiques et tout ça, même les vers ne nous veulent plus. Donc, mangez sainement et vous pourrez vous décomposer sainement. On a encore le temps. Allez tout au fond. Alors ouais, c'est très très compliqué Internet. Ouais, excuse-moi. Donc l'action c'était comment en fait en phase d'effondrement, mettons, comment gérer tout ce qui est Internet et partage sur le réseau, j'imagine. Il y a déjà des solutions low-tech Internet, c'est de consommer le moins d'énergie possible, donc c'est faire des sites web avec des images qui pèsent quelques kilobits, c'est des choses comme ça, avec vraiment le moins de contenu possible. Après, comme je l'ai montré, le système est tellement compliqué en fait au niveau d'Internet que ça va être très compliqué. Je pense que ce qui peut marcher, c'est de faire des intranets à l'échelle d'une région, parce que on peut beaucoup mieux contrôler ce qui se passe, comme au tout début d'Internet d'ailleurs. C'était ce qu'on appelle Internet ou intranet, c'est un peu la même chose, mais un truc plus local, on va dire. Sinon, ouais, c'est une très bonne question et malheureusement il y a beaucoup de savoir sur Internet. Je pense que ça pourrait être très très bon de lancer des initiatives qui vont un peu collecter et sauvegarder un peu tout le savoir qu'il y a, je sais pas, sur Wikipédia ou sur des choses comme ça. Il y avait une question ici, ouais. Peut-être le micro. Je peux prendre le micro.
Un des problèmes majeurs que je vois pour bien effectuer la transition et puis pour faire suite à ce que Madame avait posé comme questionnement au sujet des disparités de revenus, je vois que beaucoup de gens en ville doivent louer leur espace de vie. Et pour moi, louer, c'est de l'argent que tu perds et puis que ça enrichit un propriétaire. Donc il y a vraiment un déséquilibre entre propriétaire et locataire. Et quelle solution on pourrait penser collectivement pour changer ce système-là de location, et puis parce que c'est de l'argent que les locataires perdent. Et si on pouvait comme être propriétaire de tout, si moi j'ai un logement et puis je peux devenir propriétaire éventuellement, au bout du compte, je pourrais le revendre et partir, après ça, m'acheter construire une mini-maison, et puis c'est vraiment quelque chose qui pourrait être une solution de changer ce système-là. Moi, j'avais vu un reportage qui avait comparé la location à l'achat, et puis ça venait moins cher en bout de ligne dans une vie de louer que d'acheter une maison. Ouais, moi, je pensais l'inverse. Mais côté solution, pour, je pense peut-être de mettre, si tu veux ramasser de l'argent, c'est peut-être d'être en colocation pour peut-être diminuer la consommation. Tu vois, moi, j'ai commencé à faire, je suis maintenant dans un lieu rural, mais je fais mon dentifrice, je fais mon savon, j'ai coupé les restos, je fais ma nourriture, ma lactofermentation, donc j'ai coupé beaucoup mes factures. Donc je pense que c'est de consommer beaucoup moins, dans cette optique-là qu'on peut fabriquer beaucoup de choses nous-mêmes qui seraient beaucoup moins dispendieuses, de faire beaucoup de conservation de tes légumes, donc tu sauves beaucoup aussi quand c'est le temps des légumes, comme il disait, de faire ton canage, puis que ça se garde 6 mois, on sauve énormément. Puis c'est parce que je suis pas sûre que d'acheter une grosse maison, puis parce qu'avec l'immobilier qui monte qui descend, que c'est plus avantageux. Pas une grosse maison. Une mini-maison. On va prendre une dernière question. Une mini-maison, oui, je pense que... Vous voulez répondre à quelque chose? Solutionnement m'a appris qu'une solution pour se construire une mini-maison, c'est de prendre un prêt avec un membre de notre famille. Donc, par exemple, mon père va financer qu'est-ce qui me manquait pour ma mini-maison, puis c'est moi qui décide des remboursements que je fais avec mon père. C'est une façon de ne pas encourager les banques et de prier avec eux. Puis, encore une fois, c'est comme la solution en ville, c'est absolument inabordable pour la majorité des individus, mais si vous créez un groupe d'individus, vous vous mettez ensemble, là, il y a une résilience, il y a comme une solidarité qui se crée, puis les banques, ils ont plus de monde qui vont être des collatéraux, puis qui vont co-signer le prêt, puis il y a la possibilité d'avoir ça demande beaucoup d'organisation. Tout ce que vous n'avez pas en fonds qui vous viennent de vos héritages, ou parce que vous avez des compétences qui vous permettent d'avoir des gros salaires ou quoi que ce soit, il va falloir aller le retrouver en ressources, de s'organiser entre vous. Parce que si vous vous mettez à une centaine, vous avez le moyen d'acheter un immeuble, puis d'être propriétaire en ville à plusieurs. Ok, une dernière question. La question, c'est qu'à Montréal, il y a des procédures pour faire des coopératives d'habitation. Donc, c'est des groupes qui se mettent ensemble, dans le milieu communautaire, ça se fait beaucoup, et qui font des demandes à la ville pour des projets. Il y a des projets qui se font. C'est sûr que ça prend du temps, mais ça se réalise. Donc, il suffit de trouver des gens pour le faire et de faire ces demandes-là. Ok. Bon, on attend encore une question? Non. Il y a les ventres affamés qui crient famille, c'est ça? Non, c'est pas une question, c'est un commentaire. Je pense qu'une chose qu'on oublie, c'est que c'est bien beau de dire qu'il faut trouver les gens, que tout ça, mais madame parlait des personnes en situation de survie et leur largeur de bande mentale ne permet pas de se former, que ce soit gratuitement ou autrement, et de se regrouper et de réseauter et de faire ces choses-là. Quand on se rend compte de l'état, je veux dire, c'est même difficile d'aller les solliciter et les faire sortir de chez eux pour venir à des événements de repas partage et de communauté et d'essayer de faire réseauter. Et c'est un problème qui est beaucoup plus gros que